Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Volkswagen Golf. La plateforme PQ35 permet la transmission intégrale, et les domaines Golf R et Golf variant synchro l'avaient. Mais les Golf classiques, y compris la GTI, s'en passent. Les voitures à traction intégrale sont rares. Par rapport à des centaines de milliers de voitures à traction avant, leur part n'est pas du tout perceptible. Mais au cas où, sachez que la transmission intégrale est rechargeable, avec un embrayage Haldex. Cela ne pose pas de problème particulier. L'accouplement Haldex 2, utilisé sur la 5e génération, dispose d'une pompe hydraulique entraînée par un arbre à cardan et d'une commande électronique. La charge relativement élevée sur le système hydraulique nécessite des vidanges d'huile régulières, mais la plupart des pannes sont relativement simples et les pannes se manifestent généralement non pas par une panne de l'entraînement, mais par son activation au mauvais moment. Les transmissions des voitures à traction avant sont simples et fiables. Avec un minimum d'entretien, toutes les unités fonctionnent pendant des décennies. Avec des moteurs puissants, la ressource des joints homocinétiques est quelque peu limitée, mais ce n'est pas un problème très urgent. Les transmissions manuelles à 5 vitesses des séries 0AF et 0A4 sont utilisées avec des moteurs à essence atmosphérique jusqu'à 1,6 litre de volume. La durée de vie de ces boîtiers dépend grandement du style d'exploitation et d'entretien. Un glissement à long terme, surtout en hiver, peut endommager le différentiel. Les pannes de roulement et de synchroniseur ne sont pas rares non plus, surtout lors de déplacements de plus de 200 000 km. En général, lors de l'achat d'une voiture, vous devez soigneusement cocher la case. Au minimum, vérifiez l'état de l'huile et écoutez la boîte de vitesse sur un ascenseur. La possibilité de panne mineure ou pas très mineure est plus grande avec les modèles à 5 vitesses. Les transmissions manuelles à 6 vitesses 0.2Q, 0AJ et 0.2S sont nettement plus fiables que celles à 5 vitesses, mais elles sont également principalement équipées de moteurs de type couple. Et s'ils peuvent gérer avec une réserve des moteurs 1,4 TSI et 2 litres atmosphériques de 122 chevaux, ils supportent moins bien un couple au-delà de 250 Nm. Ici aussi, le différentiel tombe dans la zone à risque et les roulements souffrent principalement sur les voitures à moteur diesel. Avec eux, les caissons disposent également de volants bimasse, qui disposent ici d'une ressource très modeste. Il faut surveiller attentivement les bruits de cognement lors du démarrage et de la conduite à basse vitesse. Il peut y avoir de nombreux dégâts dus à un volant moteur affaissé, et une panne ne peut être diagnostiquée avec une garantie qu'en démontant l'embrayage et en vérifiant le jeu. Heureusement, les réparateurs ont déjà maîtrisé ces pièces. Étant donné que les Golf V sont généralement équipés d'un moteur de 1,6 litres, la transmission automatique la plus appréciée est l'Aisin TF61SC, également connue sous le nom de 09G. La même boîte peut également être trouvée avec les moteurs atmosphériques de 2 litres. Sur la Golf V, cette boîte est très surchauffée du fait de l'utilisation d'un circuit standard avec échangeur thermique, donc lors d'un roulage à plus de 100 000 sans vidange, des surprises extrêmement désagréables sont possibles. En revanche, pour les conducteurs calmes qui ne négligent pas les vidanges d'huile au moins une fois tous les 60 000 km, la durée de vie de la boîte de vitesse, même sans modification du système de refroidissement, sera longue et les défauts typiques seront peu coûteux. Les problèmes de la boîte ne sont pas liés à la puissance du moteur, mais au style de conduite. Le degré de contamination de l'huile dépend principalement de la température et du nombre d'accélérations effectuées avec le bloc flottant du moteur à turbine à gaz. La boîte a du mal avec les conducteurs qui aiment tirer les dernières forces du moteur de 1,6 litres et avec ceux qui conduisent la voiture dans de longs embouteillages en mode ville. Dans des conditions de conduite calme sur autoroute, la température de l'huile, même avec un thermostat peu efficace dans le système, ne dépasse pas 100 degrés. À propos, retirer le thermostat est très simple. Il est situé dans le tuyau qui passe au-dessus de la transmission automatique, à côté du sélecteur de vitesse. Cette procédure prend au maximum 10 minutes et l'effet est assez important. La température baisse de 10 à 20 degrés en moyenne, l'ATF ne surchauffe pas dans les longs embouteillages et la température ne dépasse presque jamais 115 à 120 degrés. Travailler avec de l'huile sale use considérablement le corps de vanne capricieux et affecte son corps. Le boîtier est considéré comme fiable, mais en pratique, il ne montre véritablement sa durée de vie que lorsqu'un certain nombre de conditions et de modifications sont remplies. Pour la plupart des propriétaires, la durée de vie sans problème est comprise entre 100 000 et 150 000 km, après quoi la boîte nécessitera des réparations. Certes, il est possible de s'en sortir à relativement peu de frais.
Les boîtes de vitesse DSG présélectives sont beaucoup moins courantes sur la Golf V avec des moteurs 1.4 TSI, principalement DQ200 et la toute première série Minuit. Et donc le plus problématique. La même boîte de vitesse a été installée sur les moteurs 1,6 FSI et 1,6 litres diesel. Je peux seulement dire que ces boîtes se sont révélées extrêmement infructueuses. Elles ont nécessité une modification de presque tous les composants les plus importants, de la partie mécanique à la mécatronique et à l'unité d'embrayage, mais la conception avait un bon potentiel. Grâce à la modernisation, les principales lacunes ont été corrigées, mais plus tard, en 2012 à 2013. Et pour le moment, la DSG de la Golf V a été en grande partie modernisée, mais la liste des changements est strictement individuelle et, très probablement, sera un mystère au moment de l'achat de la voiture. Compte tenu des diagnostics de haute qualité de ce type de transmission automatique, il ne faut pas abandonner complètement l'achat, mais il existe certainement des risques, et ils sont élevés. Et le coût des réparations est souvent comparable au prix de la voiture, atteignant jusqu'à 30 à 50% de sa valeur, des surprises désagréables sont donc possibles. En revanche, les réparations utilisant les technologies de contournement sont désormais disponibles. La pratique consistant à restaurer non seulement la partie mécanique, mais aussi la mécatronique et les volants bimasse s'est accumulée. Oui, et les pochettes ne sont pas bon marché, mais pas autant qu'à l'aube de la boxe. On trouve rarement des boîtes de vitesse DSG présélectives plus puissantes des séries DQ250 et DQ500 avec embrayage à bain d'huile, soit sur les versions sportives des GTI, Golf R ou R32, soit avec le plus puissant 1.4 TSI à double suralimentation, et associé à un moteur de 2 litres. Moteur diesel. Initialement, leur conception s'est avérée plus solide et présentait moins de points problématiques, bien qu'elle soit potentiellement plus vulnérable. Ces robots disposent d'une pompe à huile mécanique qui fonctionne en permanence et la mécatronique fonctionne avec de l'huile, qui peut contenir des produits d'usure magnétique. Un filtre externe sur le boîtier du DQ250 est apparu vers la fin de la sortie de la Golf V, augmentant considérablement la fiabilité de fonctionnement. Avec les versions antérieures, il vous suffit de changer l'huile aussi souvent que possible ou de placer un filtre dans l'espace du système de refroidissement. C'est également un échec ici, avec le même échangeur de chaleur que la transmission automatique Aisin, et avec le même thermostat malheureux. La partie mécanique de la transmission peut également tomber en panne. En plus de l'usure assez précoce des roulements de l'arbre secondaire et des arbres de transmission occasionnels, les fourchettes de vitesse se cassent avec le temps. Si l'huile n'est pas changée à temps, la pompe à huile s'usera également prématurément. Le DQ500 a 7 rapports, qui n'a pas été officiellement installé sur la voiture, mais avec lequel on peut néanmoins le trouver, est un swap populaire, nettement plus fiable et ingénieux que le DQ250. Il dispose d'une ressource beaucoup plus stable et peut atteindre 300 000 sans aucun problème. Mais l'ensemble des problèmes est général et dépend de la charge. Et sur les voitures équipées de cette transmission automatique, la charge est généralement élevée. La qualité relativement médiocre des produits en plastique et en caoutchouc, combinée à l'utilisation généralisée de raccords rapides sur les machines plus anciennes, crée les conditions préalables à des fuites et à de nombreux remplacements de tubes, tuyaux et adaptateurs pas si bon marché. Les moteurs Volkswagen se caractérisent également par des systèmes de ventilation du carter trop complexes, ce qui provoque parfois des problèmes inutiles. La gamme de moteurs de la VW Golf V est assez large. Les classiques du genre sont bien entendu les moteurs EA 113 827e à 8 soupapes d'un volume de 1,6 litres et 102 chevaux. Série BGUES BBSF. Ce sont les moteurs les plus simples et les plus populaires pour cette voiture. La deuxième place la plus populaire est occupée par les moteurs atmosphériques d'un volume de 1,4 litres de la série BCA-BUD. Le design est très intéressant, mais stupide. Le moteur fonctionnait bien dans les voitures plus légères, mais il lui est difficile de faire face à la Golf V. Différentes versions des moteurs EA 111 1.4 TSI et 1.6 FSI sont également trouvées, mais moins fréquemment. Et les moteurs atmosphériques 2.0 FSI de la série EA 113 827e et les variantes TSI suralimentées de la même famille sont encore moins courants. Il existe de nombreuses voitures aux États-Unis équipées de moteurs 2,5 BGP-BGQ, mais nous n'en avons pas. L'exotisme sévère est le moteur VR6 3.2 bulb de la Golf R32. Les moteurs diesel sont représentés par des versions à 8 soupapes de moteurs de 1,9 et 2,0 litres avec des injecteurs pompes d'une douzaine de séries. Il existe même un moteur diesel atmosphérique de 2 litres développant 75 chevaux. Et diesel GTI,
version 2.0 du moteur avec culasse à 16 soupapes dans la version la plus forcée. En ville, il n'y a pas lieu de se plaindre du manque de traction même avec une transmission automatique. Et il est aussi très fiable. Tout d'abord, pour des raisons de simplicité. Ce moteur appartient à la famille EA 113 827e, mais contrairement au moteur à 20 soupapes de 1,8 et 2,0 litres, il est extrêmement simplifié. Le bloc moteur est en aluminium, les chemises sont en fonte, la courroie de distribution la plus simple sans régulateur de phase. Il n'y a pas d'admission compliquée ni même de GR. Le seul inconvénient sérieux que je puisse mentionner est la tendance du groupe de pistons à se coquéfier, et même dans ce cas, si vous ne démarrez pas le moteur, changez l'huile tous les 15 000 ou moins et versez ce que vous voulez. Il y a encore quelques défauts mineurs. Le collecteur d'admission en plastique est sujet à des fissures à plusieurs endroits et les joints présentent des zones de retrait typiques. Le thermostat n'est pas très résistant. Les fils haute tension sont très chargés thermiquement et ont une courte durée de vie. Mais tout cela est peu coûteux à réparer, les pièces de rechange sont bon marché et largement disponibles. Oui, et le moteur peut être réparé dans n'importe quel centre de service. Trouver une voiture avec un kilométrage de 300 000 et sans réparation majeure n'est pas si difficile, il vous suffit de fouiller soigneusement dans les blocs à la recherche du kilométrage accumulé. Il existe également des exemplaires uniques avec des kilométrages supérieurs à 500 000 et un bloc et une culasse d'origine qui n'ont pas encore été alésés. Les moteurs de 2 litres appartiennent également à la série EA 113 827e, mais en commun avec le moteur de 1,6 litres, ils n'ont qu'un bloc, une conception de pompe à huile et quelques accessoires. La première génération de moteurs Volkswagen FSI TFSI s'est avérée très prometteuse du point de vue du réglage, mais leur fonctionnement a posé de nombreux problèmes. La plupart des plaintes concernent les moteurs atmosphériques de 150 chevaux. Leur groupe de pistons s'est avéré sujet à la coquéfaction et à l'usure accrue des cylindres, et il n'existe aucune taille de réparation pour un moteur atmosphérique avec un bloc en aluminium et des chemises en fonte à parois minces. Le bloc en fonte des moteurs 2.0 TFSI suralimentés est beaucoup plus pratique à réparer, il y a donc moins de négativité due au même problème. Et les pistons du moteur suralimenté coquent beaucoup moins. Mais leur équipement en carburant est tout aussi capricieux. Sur ces moteurs, les angles de fonctionnement des bus d'injection directe n'étaient pas immédiatement optimisés, ce qui provoquait de fortes taches d'huile sur l'une des parois du cylindre pendant le mode de préchauffage et rendait difficile le démarrage du moteur en hiver. Une courroie de distribution avec un régulateur tendeur de phase sur un entraînement par chaîne de l'arbre à cam d'admission est assez fiable, mais le régulateur d'origine est cher, et avec des kilométrages supérieurs à 200 000, il est capricieux. De plus, le long canal d'huile qui le précède, si le clapet anti-retour perd son étanchéité, se vide pendant les temps d'arrêt de la machine, ce qui, combiné à l'usure de la chaîne, des patins, des ressorts et des joints du tendeur régulateur, peut même conduire à un patinage de la chaîne. La courroie de distribution des premiers moteurs utilisait un tendeur de courroie hydraulique, qui est également coûteux et dont les ressources sont limitées. Si vous la changez rarement, la tension de la courroie s'affaiblit et l'huile du tendeur pénètre dans la courroie. Dans les versions ultérieures du moteur, le tendeur est mécanique et assez fiable. L'usure de la tige de pompe d'injection et de sa came d'entraînement entraîne également des coûts importants. Mais les capacités de réglage du moteur suralimenté de 2 litres couvrent tous ces défauts. 230 chevaux lui sont retirés. Sur le matériel d'origine, et le potentiel du bloc lors du remplacement de la turbine permet d'en extraire 300-350 chevaux avec une ressource solide. Le moteur s'est donc avéré beaucoup plus demandé pour une utilisation sportive que son successeur de la série EA 888. Mais les moteurs atmosphériques, avec presque la même complexité de conception, n'ont pas l'avantage d'une puissance élevée. Ils n'ont tout simplement rien pour justifier une conception complexe, un certain nombre de maladies infantiles et un groupe de pistons infructueux. Cependant, cela dépend beaucoup de la version du moteur. Les moteurs AXW et AXX sont nettement plus problématiques que les versions ultérieures. Le nombre de modifications apportées à la conception des moteurs ultérieurs est assez important et, en général, ils sont plus fiables. Mais notons encore une fois, très probablement, la série capricieuse de moteurs a déjà été soit remplacée, soit mise à niveau vers des versions plus récentes. De plus, les voitures équipées de tels moteurs appartiennent généralement à des fans du modèle et de la marque qui les entretiennent avec soin. Les moteurs atmosphériques d'un volume de 1,4 litres appartiennent à la série EA 111. Mais pour beaucoup, ce sera un choc de voir leur courroie de distribution,
Contrairement aux très célèbres EA111 1.4 TSI et 1.6 FSI, 1.6 MPI 16V, ces moteurs disposent d'une courroie de distribution. De plus, avec deux courroies, dont l'une entraîne l'arbre à cam d'admission et la seconde en entraîne l'arbre à cam d'échappement. Malgré la simplicité et le caractère « boisé » du design, il présente de nombreux défauts. Sa maintenabilité est quelque peu limitée. Le bloc a des threads faibles. Mais en même temps, la rumeur exagère considérablement l'ampleur du problème, le qualifiant de « ponctuel ». Désormais, toutes les chemises et groupes de pistons de taille de réparation nécessaires à la révision sont disponibles pour les moteurs et, en général, ils peuvent être parfaitement réparés. Certes, ces moteurs ont un peu plus de raisons de réparation que d'habitude. Une autre source de maux de tête pour les propriétaires est le mécanisme de synchronisation délicat à deux courroies. La ceinture principale n'est pas trop épaisse, mais elle peut supporter ses 60 voire 90 000 km. Mais la petite courroie a la mauvaise habitude de se délaminer et de se déchirer au moindre dépassement de l'intervalle de remplacement, pénétration d'huile, surchauffe et autres situations typiques lors de notre fonctionnement. Il est sensible à la contamination, au changement de géométrie des pièces et simplement à l'usure. De plus, il est assez fin et supporte mal la charge. Sur les moteurs plus anciens, il faut le surveiller attentivement, il essaie de se décoller dans le sens de la longueur, et ses restes peuvent s'enrouler autour de la poulie principale de la courroie de distribution, ce qui entraînera certainement des soupapes pliées. Bon, en plus, ce moteur est un peu bruyant. Et les poussoirs à rouleau n'ont pas une durée de vie très longue. Si possible, il vaut la peine de les remplacer par un ensemble par une version ultérieure si des bruits parasites apparaissent. Les moteurs EA111 d'une génération ultérieure avec entraînement par chaîne de distribution sont bien connus de tous les fans de la marque. Du point de vue de la fabricabilité et de l'efficacité, les moteurs sont excellents et leur puissance est également bonne, d'autant plus qu'il existait des options avec double suralimentation, avec un compresseur et une turbine. Mais il existe également de nombreuses lacunes. Le plus évident est une chaîne de distribution infructueuse avec une durée de vie courte, sujette à sauter au moindre desserrage, avec une très mauvaise conception du tendeur, qui n'est pas fixé par un cliquet. De plus, les pistons, qui résistent plus ou moins bien dans les versions 122 chevaux des moteurs 1.4 TSI, grillent dans les plus puissants à cause de la moindre perturbation du système d'alimentation en carburant, de l'usure et de la contamination du système de suralimentation. Les moteurs atmosphériques de 1,6 litres de cette famille ne fonctionnaient pas non plus très bien. Ils ont les mêmes problèmes de chaîne, et même l'injection directe n'était pas très bien configurée. Les premières versions démarraient mal. L'usure du groupe de pistons s'est avérée importante en raison d'une conception infructueuse du piston, les chemises s'usent assez intensément et un appétit accru pour l'huile apparaît souvent. Désormais, les moteurs de cette série sont bien maîtrisés en réparation. Les options avec un nouveau capot avant, un nouveau tendeur et une chaîne sont assez sûres et leurs pièces de rechange sont peu coûteuses. Mais, comme pour de nombreuses autres unités Golf V, tout dépend de la mesure dans laquelle le moteur a été amélioré. Cependant, dans tous les cas, le moteur 1,6 litres à 8 soupapes sera beaucoup plus fiable. Les moteurs diesel sont rares et il s'agit pour la plupart de moteurs à 8 soupapes avec injecteur pompe. Les moteurs ne sont pas mauvais, mais leurs arbres à cam ne sont pas très résistants, il n'y a pas beaucoup de puissance et les injecteurs pompes sont chers et plutôt capricieux. Le seul moteur diesel 2 litres à 16 soupapes avec injecteur pompe est extrêmement rare, et c'est tant mieux. La culasse y est littéralement « cristal », elle craque toute seule, et au moindre dysfonctionnement de l'équipement carburant ou de l'utilisation de carburant diesel à haute teneur en soufre ou d'un additif, c'est tout simplement un must. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Volkswagen Golf. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.